Arthur Koestler, le très grand écrivain dont j'avais la connaissance, et plus que connaissance, était persuadé qu'il y a deux parties du cerveau, une petite partie éthique, rationnelle, encore très petite, et un énorme arrière-cerveau bestial, animal, territorial, plein de craintes, d'irrationalité, d'instincts meurtriers, et qu'il faudrait encore des millions d'années, belle promesse, pour que l'évolution morale rattrape notre condition, nos techniques de destruction et d'agression. C'est une théorie. Serait-ce la mienne? Et j'essaye de la présenter, mais vous avez raison, inadéquatement, dans mon œuvre, c'est un énorme ennui, que une longue paix, une longue prospérité crée dans le mal particulièrement, mais pas exclusivement. Le mot italien est beaucoup plus fort, noia, une sorte d'ennui, de miasme. On s'emmerde, pour être vulgaire. Un kalachnikov dans la main, et tout d'un coup on se sent viril, beau, homme, appelé à l'action. Le sport est un substitut, nous le savons. Nous avons une religion maintenant sur la Terre, le football, bien sûr, c'est la seule religion planétaire. Et on peut dire que le vandale dans nos villes, aujourd'hui, le hooligan, serait un commando merveilleux s'il y avait une guerre demain, avec exactement les mêmes qualités d'agression, de brutalité, de ruse et d'invention stratégique. Il est possible que nous n'avons pas encore pu trouver pour l'homme sensuel moyen, la fameuse phrase et formule juridique, un échappatoire à une énergie animale très grande qui, dans la routine de la monotonie, de la médiocrité sexuelle de la plupart des vies, de 95% des vies, cherche à s'affirmer. Je ne le sais pas. J'ai posé la question, j'attends la réponse. Seigneur, c'est un peu comme si, au fond, il y avait des hommes pour qui la culture serait une couverture superficielle, une lecture stérile à hauteur de texte, comme si la culture était un élément juste rajouté, qui disparaîtrait à l'occasion d'une sollicitation un peu hâtive, alors que ça devrait être quelque chose qui englobe toute l'activité humaine, qui participe de toute l'activité humaine, qui emmène toute l'activité humaine. Et je me demande si, au fond, la définition que vous faites des deux manières d'approcher la culture, c'est-à-dire justement cette manière superficielle et cette manière vitalisante, donne pas un élément de réponse, mais en même temps, tout de suite, ne pose pas la question à tout individu quel qu'il soit, au fond, quelle part de lui est culture superficielle, quelle part de lui est culture suffisamment profonde pour résister à des fantasmes de destruction, à des fantasmes d'annihilation et de retour à l'âge animal et à la barbarie. Mais vous allez au fond des choses. Freud a cru que la couche était toute mince, comme une croûte sur un volcan, que jamais la culture, la civilisation ne pourrait résister à des pulsions profondes de destruction et de sadisme. Deuxièmement, je m'aperçois, à nouveau à mon âge, après 45 ans d'enseignement, qu'il y a dans l'enseignement aussi une partie parfois de sadisme, de domination. Le mot anglais très beau vient du latin prépotence, essayer de s'imposer sa connaissance. La culture est une chose très élitaire et Goethe dit la vérité appartient à très peu. Il s'avère que sur cette planète, 99% des êtres humains, et c'est leur plein droit, préfèrent la télévision la plus idiote, la loterie, le Tour de France, le football, le bingo à Échille et à Platon. On espère toute sa vie se tromper et qu'on va changer le pourcentage par l'enseignement, par la dissémination des musées, par les rêves Malraux dont on parle tellement en ce moment, les maisons de la culture. Mais non, l'animal humain est très paresseux, probablement très primitif dans ses goûts, et la culture, elle est exigeante. Elle est cruelle de par le travail qu'elle demande. Apprendre une langue, apprendre à résoudre une fonction elliptique, c'est pas drôle du tout.
C'est à la sueur de l'âme que ces choses-là s'apprennent. Et la plupart des gens disent, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et les Lumières ont dit, peu à peu, grâce à la scolarité, le pourcentage va changer. Je ne le crois plus. Ou au moins, je n'en suis pas convaincu. Ça veut dire que vous pensez que Diderot, qui a dit qu'il fallait se hâter de rendre la philosophie populaire, ou Brecht, qui disait qu'il fallait élargir le cercle des connaisseurs, se sont lourdement trompés et que c'est des vœux pieux volontaristes que leurs affirmations? Très lourdement. Quand j'étais dans la Berlin-Est des années brejneviennes et des années post-brejneviennes, il y avait 5 théâtres classiques, 20 concerts et récitals classiques par soir. Maintenant, c'est Jackie Collins, c'est la cassette porno et comment, c'est le théâtre le plus banal populaire et c'est le dernier musical américain. Le mot fast food qui est partout à Paris, les McDonald's et les Kentucky Fried Chicken de l'esprit humain l'emportent millions contre un sur la culture. Et alors de quel droit, et c'est là que ça devient vraiment difficile et politique, de quel droit peut-on essayer de forcer un être humain à prendre un niveau plus élevé dans ses joies et dans ses goûts? Moi, je crois qu'être professeur, c'est s'arroguer ce droit. On ne peut pas être professeur sans être despote intérieur, sans dire « je vais te faire aimer un beau texte, une belle musique, les hautes mathématiques, l'histoire, la philosophie ». Mais attention, l'éthique de cet espoir est très ambiguë.